qu'est-ce qu'un ordinateur avant 1970? Quelles sont les dynamiques à l'œuvre dans la conception des systèmes informatiques avant l'ère de la micro-informatique? Répondre à ces questions nous permettra de préciser dans quel contexte émerge la micro-informatique. C'est le sujet de cette vidéo. Elle nous permettra aussi de comprendre que dans ce domaine micro, tout est à inventer dans les années 70, aussi bien les machines, nous en verrons quelques exemples, que les usages, ce qui est extrêmement important, aussi bien que les modes de production de ces machines. Nous allons voir que la micro, donc le domaine de la micro-informatique et des micro-ordinateurs, émerge en dehors des firmes industrielles déjà instituées. C'est un point très important dans l'histoire de l'innovation et de l'histoire des grandes ruptures. Ces choses-là se font en dehors des grands industriels institués dans le domaine. En s'imposant, le micro-ordinateur va en même temps transformer les dynamiques à l'œuvre dans cette filière informatique. À l'image des machines d'IBM, les ordinateurs des années 60 sont des grands systèmes informatiques. IBM, c'est le constructeur dominant à l'échelle internationale. En 1964, IBM sort son système 360. Les usages de ces grands systèmes sont en construction. À son origine, l'ordinateur a été imaginé, conçu, fabriqué pour des besoins de calcul scientifique, pour des besoins de simulation, de calcul de tables de tir et toute une série de problèmes scientifiques et de problèmes d'ingénieurs. Et puis, les usages de ces ordinateurs ont évolué vers des questions de gestion, pour la banque, pour le public et le privé, pour les collectivités, pour les villes aux États-Unis, essentiellement. Cette conception des machines, des grands systèmes, est en fait une conception très centralisée. On a un gros système qui coûte très cher, les ressources de ces systèmes sont rares et donc il faut les partager. Les gros systèmes informatiques comme l'IBM Stretch, des collections du musée, fonctionnent sur ce système de partage. On partage les ressources en calcul, aussi la mémoire, qui elle aussi est très rare et très chère. Alors, on est bien loin de la manière d'utiliser nos ordinateurs aujourd'hui. En fait, nous gâchons une bonne partie des ressources de nos ordinateurs qui sont surpuissants par rapport à nos usages quotidiens. Mais dans les années 60, les systèmes de partage des ressources des grandes machines constituent le dominant design des grandes machines. Alors le leader, je l'ai dit, c'est IBM, la grande firme américaine IBM qui s'impose et établit son leadership grâce à son centre de recherche et développement, qui est le premier au monde, qui est extrêmement dynamique et qui soutient tout l'effort d'innovation chez IBM, ce qui lui permettra de s'imposer à travers le monde. Néanmoins, ce monde des grands systèmes informatiques, ce monde d'IBM est soumis à différentes tensions et différentes évolutions qui le traversent et qui vont finir par le dépasser. La première question essentielle dans les années 60 qui va faire bouger IBM et tous les autres fabricants, c'est la question des logiciels. En effet, pour utiliser une machine, c'est un matériel, il faut des systèmes logiciels. Or, fabriquer un logiciel, c'est de plus en plus coûteux, c'est de plus en plus technique, ça demande des moyens humains de plus en plus importants. Donc on assiste au fur et à mesure que se développent ces machines à un foisonnement de logiciels. À chaque fois qu'une machine sort, quasiment, IBM et les grands fabricants doivent inventer un nouveau logiciel. Ce qui va poser des problèmes de compatibilité entre les logiciels et les machines. On est dans un manque de standardisation qui va aboutir à la fin des années 60 à ce qu'on a appelé dans le domaine informatique la crise du logiciel. Alors, décision importante d'IBM en 1969, poussée par les autorités américaines, c'est l'idée qu'on va découpler la fabrication du matériel de ce qui est la fourniture du logiciel et des services. IBM va décider de faire ce qu'on a appelé l'unbundling, donc détacher la facturation des deux modes, matériel et logiciel, deux modes différents de facturation du matériel, logiciel et services. Ainsi, le marché du logiciel et des services va se renouveler parce que de nouveaux entrants vont pouvoir proposer à leurs clients des logiciels et des services qui sont détachés des machines IBM. Et il faut savoir que dans ce monde IBM, en fait, IBM fournissait l'intégralité du service. Or, il fournissait le matériel, le logiciel et le service. Donc quelque chose d'extrêmement complet, qui a un côté rassurant pour un certain nombre de clients, parce qu'ils ont l'intégralité du service, mais en fait qui est extrêmement et progressivement enfermant pour ces clients. Avec cette nouvelle ligne directrice, l'unbundling, eh bien IBM ne peut plus maintenir ses clients captifs. Donc des sociétés vont s'imposer dans le domaine du logiciel et on va assister à l'éclosion, à l'émergence de ce qu'on appelle les sociétés de services informatiques, les fameuses SS2I. Alors, les constructeurs vont être confrontés à une autre grande tendance dans ces années-là, c'est celle de la miniaturisation progressive des composants de ces systèmes. Un ordinateur, depuis ses origines, depuis les années 40, il a une base électronique, il a des composants électroniques.
Le plus important d'entre eux, c'est le transistor. Et en fait, l'industrie de la microélectronique est capable de miniaturiser toujours plus ses composants. C'est une grande constante dans l'histoire de l'ordinateur et dont nous voyons le résultat aujourd'hui, puisqu'on a des systèmes de plus en plus petits, portables et micro. Dans les années 60, l'industrie de la microélectronique invente ce que nous appelons aujourd'hui les puces électroniques, c'est-à-dire un circuit intégré sur un tout petit dispositif. Un circuit intégré en silicium. Alors en anglais, silicium, ça se dit silicon. Et c'est ce qui donnera son nom à la célèbre Silicon Valley. Et une fois qu'on a basculé dans ce système des puces en silicium, eh bien, la miniaturisation va s'accélérer. L'industrie de la microélectronique est capable de produire des puces de moins en moins chères pour le client, avec des investissements néanmoins de plus en plus importants. Ces puces sont de plus en plus petites et en même temps, elles sont de plus en plus performantes. Plus elles sont petites, plus elles sont rapides, parce que les trajets entre les composants sont réduits par la taille même de ces systèmes. Donc on est dans une dynamique sans précédent de miniaturisation dans ce domaine. Évidemment, ça va remettre en cause l'idée que le système informatique est nécessairement un grand système, parce qu'on a des composants qui sont eux-mêmes de plus en plus petits. Première alternative qui va se développer face au gros système informatique, c'est ce qu'on a appelé la mini-informatique, avant l'ère de la micro-informatique. La mini-informatique émerge dans les années 60 et un leader va s'établir dans les années 1970, c'est le constructeur américain DEC, aux côtés d'autres constructeurs de mini-informatique comme Hewlett-Packard tout particulièrement. Mais DEC va s'imposer en produisant et en commercialisant deux systèmes qui vont vraiment s'introduire dans de multiples laboratoires de recherche. Le PDP-8 en 1965 et surtout le PDP-11 à partir de 1970. Sur cette mini-informatique vont se construire de nouveaux usages, un nouveau marché et un dominant design spécifique à la mini-informatique qui vient contester le leadership d'IBM. Alors, ces systèmes mini-informatiques sont plus compacts, ils sont moins chers, ce qui diversifie leur utilisation, en particulier dans les laboratoires de recherche et les universités, y compris à des fins pédagogiques pour apprendre à programmer et apprendre ce qu'est l'informatique. On est dans une confrontation donc, de deux designs. D'un côté, les mainframes, les gros systèmes dont on a parlé, et de l'autre, les mini, qui sont en train de percer sur ce marché. On va en arriver avec toutes ces tendances sur le logiciel, la miniaturisation, l'arrivée de la mini-informatique, à l'idée qu'eh bien, on peut continuer, on peut faire toujours plus petit. Les mini-ordinateurs qui ont émergé hors du giron IBM, eh bien, on va se retrouver dans la même situation pour les micro-ordinateurs qui vont émerger en dehors de IBM dans un nouveau contexte. À partir de 1972, Gernel, le Micrallen, on vient d'en parler, c'est la première percée dans la micro-ordinateur. À partir de là, les années 70 vont marquer un grand foisonnement de construction et de systèmes micro-informatiques. IBM ne réagira et n'entrera dans le secteur de la micro-informatique qu'en 1980, avec ce qui est appelé aujourd'hui eh bien, le PC, le Personal Computer d'IBM, l'IBM PC, qui s'imposera comme en fait, un standard progressivement dans le domaine. Ainsi, la micro-informatique naît et se développe sur une nouvelle trajectoire. Elle profite des acquis de l'informatique, évidemment, des ordinateurs tels qu'ils se sont construits dans les années 70 pour proposer une nouvelle trajectoire d'innovation.